Nous quittons les heures de Buckingham, les pérégrinations du clan Windsor pour rejoindre les tuyaux des télécoms, ceux qui font transiter nos données, ceux qui nous relient à Internet, ceux qui font le lien entre le web et nos smartphones, nos PC, nos Mac, pour interroger cette proposition de Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation nationale et actuelle présidente de France Terre d'Asile. Najat Vallaud-Belkacem qui propose dans les colonnes du Figaro de rationner Internet et de limiter notre consommation de données à 3 gigaoctets par semaine, dit-elle, pour libérer des écrans. Bonjour Gilles Vernet. Bonjour. Vous avez un micro ? Pardon. Bonjour. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Vous êtes instituteur, conférencier. Vous avez réalisé le documentaire Ici on levait les yeux, une classe face aux écrans diffusée sur Public Sénat, j'ai tout bon ? Oui, absolument. Et en replay sur Public Sénat. Public Sénat. Bonsoir et bienvenue. Bastien Lequerec, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juriste à la Quadrature du Net, et puis vous allez réexpliquer ce qu'est la Quadrature du Net à ceux qui ne la connaissent pas. À vos côtés, Mylène Froger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médiatrice et formatrice pour la médiation autour du cinéma et des réseaux sociaux. On fait quoi avec 3 gigaoctets par semaine ? Qui veut ? Je Pas pense qu'il grand-chose. il y a des gens plus calés que moi. Pas grand-chose. Déjà, ne serait-ce que sur les plateformes de streaming vidéo qui sont énormément utilisées, ne serait-ce que Netflix. On ne pourrait pas regarder grand-chose et bien longtemps. On ne pourrait pas télécharger grand-chose et bien longtemps. Et c'est une grosse problématique de se dire, comme les films, notamment, si on veut parler de cinéma, les films qui se rallongent de plus en plus, en fait, on pourrait voir même pas la moitié d'un film et attendre quelques semaines plus tard pour pouvoir voir la fin. Ça est quand même assez problématique. Mais effectivement, ne serait-ce que sur l'aspect divertissement, ce serait quand même un petit peu léger. Avant de rentrer dans le dur du débat, selon vous, c'est une bonne ou c'est une mauvaise idée, l'idée de Najat Vallaud-Belkacem, chacune? J'ai eu la chance de participer à un débat hier avec elle. Et son point de vue est plus mesuré que ce qu'on en dit oui, totalement. Oui, il faut lire la tribune en entier. Buzz, etc. Mais ça a surtout le mérite de mettre les pieds dans le plat sur un sujet qui est bien réel. En tant qu'enseignant, instituteur, j'en ai fait un film, mais ça intéresse tout le monde. Tout le monde actuellement sent qu'il y a un enjeu. Mais c'est pas pour autant qu'on est en train de dire le numérique en soi, etc. Il y a vraiment une part du numérique qui touche toute la société. C'est ça, sa tribune. Je trouve que elle parle. Moi, elle m'a paru très sincère dans la manière dont elle-même se sentait un petit peu sous une emprise. Et quand on réfléchit à la nature de cette emprise, parce que Internet, on va pas faire le compte de tout ce qu'il y a de super, le nombre de ressources. Du bien, de l'exceptionnel au moins bien, mais c'est infini. Donc on a accès à tout. Donc ça peut être remarquable. Mais le problème, c'est ce qu'on appelle l'emprise du numérique récréatif et compulsif. Celui sur lequel savent admirablement jouer les algos, qui nous amènent à y revenir dans une recherche de reconnaissance de plein de choses, y revenir, et qui finissent par cannibaliser à peu près l'essentiel de notre temps. On va y revenir. Bastien Lequerec. Il y a un parallèle qui pourrait être fait pour voir le problème dans sa réponse. Elle pose des bonnes questions. Ça, il faut le souligner. Les thèmes qu'elle soulève, qui font qu'on est là pour débattre aujourd'hui, sont intéressants. Par contre, la réponse qu'elle apporte est très probablement mauvaise. Et pour ça, on peut faire un parallèle avec une autoroute et des voitures. On a un problème dans beaucoup de villes du nombre de voitures. On s'est très rapidement rendu compte que rajouter une ligne sur une autoroute, ça n'allait pas résoudre le problème. Donc c'est un peu comme si, on peut faire un parallèle avec les télécoms, augmenter la taille des tuyaux télécoms ne va pas résoudre le problème. Mais par contre, personne ne va sérieusement exiger que les personnes aient le droit de faire tant de kilomètres avec leur voiture et au-delà, non. Et dire 3 gigas par semaine uniquement, ça revient à avoir ce même type de réponse. La réponse pour les questions de route, c'est de ne pas augmenter les tuyaux, de laisser les changements se faire en termes de construction des villes, d'urbanisation, d'accessibilité des services. En matière de télécom, c'est également un problème dans les usages, et ce sont les usages qu'il faut questionner. Et c'est là où elle soulève des questions qui sont très intéressantes. Et donc on a
besoin de se poser la question de comment on fait pour résoudre ces problèmes qui sont soulevés d'hyper-information, de contenus toujours plus nombreux, d'addiction à certaines plateformes, de données personnelles, de liberté d'expression. Voilà, toutes ces questions doivent être mises doivent être portées au débat public, mais la réponse va être beaucoup plus compliquée que simplement un quota, dont en plus les personnes qui ont l'argent pour se payer un quota supplémentaire pourront, donc en créant une hiérarchie sociale. Voilà, la réponse n'est pas bonne, mais les questions sont importantes. Gilles, je vous vois acquiescer. Oui, tout à fait. Mais aussi d'ailleurs, largement. Je crois qu'elle l'admettait à demi-mot hier. De toute façon, il y a un côté, exactement ce que vous dites, un problème aussi complexe, avoir une solution miracle, boum, c'est pas possible, elle l'admettait. Et puis, ça relève véritablement, je pense, effectivement, mais ça, moi, c'est ce qui m'a rendu optimiste hier. Et là, pour preuve encore aujourd'hui, c'est que là, d'un seul coup, on commence à s'interroger. Quand ensemble, on commence à réfléchir sur un sujet, c'est déjà qu'on est en train de le défricher et d'en prendre conscience. Parce que ça fait que Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal, parce que ça fait à peine, 10, 15 ans qu'on a, on parle des smartphones, hein, quand même, qui sont hyper addictifs, ou qui sont tout le temps avec nous, en l'occurrence. Et donc, c'est assez court comme temps. Donc là, c'est normal, on commence à prendre conscience. Et ce que je trouve chouette, c'est que dans la société, il y a une réflexion qui se met en place. Ça va pas être facile, hein, parce que vu les contradictions de chacun, mais c'est intéressant. Mylène ? Pour moi, on l'a pas non plus attendu, quoi. Il y a déjà des choses qui sont mises en place depuis longtemps, ne serait-ce que toute la politique d'éducation aux médias et à l'information, pour moi, est déjà dans cette optique d'éduquer les jeunes, et justement ces jeunes qui sont nés avec ces dispositifs, à comment réguler leur façon de consommer des données sur Internet, comment est-ce qu'ils peuvent avoir des usages qui sont soit plus pédagogiques, soit plus intéressants, ou en tout cas réfléchir les usages et avoir une vision un peu critique de ces usages, mais on n'a pas attendu cette tribune pour que ce soit déjà mis en place, en fait. Et pour moi, elle mélange énormément de choses dans cette tribune. Il y a vraiment, c'est énorme, elle va dans tous les sens, et on perd un petit peu les propos qui pourraient être les plus intéressants, tellement il y a de choses à l'intérieur de cette tribune. Quand elle part sur l'écologie, puis finalement l'éducation, elle parle de harcèlement, elle dit que c'est les jeunes filles qui finalement sont les plus sous les feux des projecteurs sur Internet. Enfin, il y a tellement de choses en fait dans cette tribune. Quand elle parle de la Chine, enfin vraiment, pour moi c'est trop. Peut-être que ça part d'un bon sentiment, d'une bonne volonté, mais sur la forme il y a un vrai souci, quoi. Pour moi, on perd le message original de ce qu'elle voulait sûrement dire, parce qu'on retient juste cette histoire de 3 gigas où au final elle s'en est quand même défendue en disant c'était juste un exemple et je voulais pas vraiment parler de 3 gigas. Mais du coup c'est trop. Enfin, la forme ne fonctionne pas par rapport au message qui peut-être était intéressant de base. Alors peut-être que dans votre travail et autour de ce que vous faites, justement, vous êtes engagé déjà en amont. Mais moi qui suis dans l'éducation et où on fait de l'éducation au numérique, c'est une partie du programme. C'est une éducation au numérique quand même très light qui se cantonne énormément à ce qu'est là légitimement harcèlement, hein, quand même, mais aussi tout ce qui est fake news, fausses informations, etc., plutôt que de questionner la question du temps accordé, de la limite qu'on peut, ce qui est d'ailleurs une question humaine, hein, les limites qu'on donne à certaines choses. Et ce que je voulais ajouter par rapport à ce que vous disiez, c'était, et ça j'aimerais bien qu'on en débatte, ce que j'observe dans ce que je lis, parce que j'écris un livre sur le sujet en ce moment, c'est que, par exemple, pour la lecture que je prône beaucoup, mais je parle de la lecture de livres, ça paraît archaïque, hein, de dire, mais il y a une véritable différence d'expérience qui est d'ailleurs même par les jeunes entre l'album, voire le livre, tout simplement le livre dans lequel on suit Harry Potter, j'en sais rien, et une liseuse ou une tablette. Il y a un rapport et toutes les études neurologiques montrent que on mémorise mieux, ça crée un nombre incalculable de vertus. Et moi, c'est ce que j'observe en tant qu'enseignant, et c'est moi pour ça que j'ai fait le film, etc. C'est une chute très forte du langage, parce que ça fait 17 ans que je suis prof, et donc chaque année, je fais les mêmes textes un peu quand même. Il y a certains, et je vois le vocabulaire vraiment s'étioler. Des enfants qui ont de plus en plus de mal
à s'exprimer, à formuler leurs pensées. Et c'est très souvent, mais vraiment très souvent, corrélé à... alors, clairement, effectivement, au milieu social, mais aussi à l'exposition aux écrans et à la lecture de l'autre côté. Parce que l'exposition aux écrans, juste dans la famille... Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites qui ont été... Alors, il y a une part qui est certainement vraie, hein, je ne mets pas en doute de ce que vous dites, mais c'est parce qu'on a fait un stream là-dessus aussi, et il y a des gens qui nous disaient, oui, alors, c'est pas tant l'exposition aux écrans, c'est l'interaction, c'est ce qu'on va y chercher, enfin, le problème est plus complexe que l'exposition aux écrans. Là où il y avait eu tout un tas de... Je vais pas dire pseudo, parce qu'il y en a qui aboutissent quand même à ce genre de conclusion, mais qui disaient, voilà, l'exposition aux écrans, en gros, rend un peu bête, limite le langage, et il s'avérait que c'était pas si vrai que ça. Ça dépend à quels écrans et à quel âge. Ça dépend à quel âge. Je sais pas si vous avez... ça se gradue clairement en fonction de l'âge. Je suis pas scientifique et je... Non, moi non plus. Je mets une petite réserve, voilà. Sur l'effet immédiatement hyper néfaste des écrans, dont on a beaucoup parlé, qui est quand même à nuancer. Ah ben ça, c'est évidemment qu'il est à nuancer, surtout en fonction de l'âge. C'est-à-dire, mettez un enfant de 0 à 2 ans devant une tablette, vous avez un enfant qui va avoir vraiment des gros problèmes, pas seulement de langage, mais de relation à l'autre, etc. Par contre, un enfant qui a 14 ans, 15, 16, 17, etc., les réseaux, tout ça, de toute façon, c'est la réalité aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on voit des enfants jouer à GTA à 8 ans, être sur des réseaux à 8 ans, 9 ans, et c'est trop tôt, selon moi. Et donc, mais entièrement d'accord sur la question de l'usage. Au contraire, c'est une chance de développer d'autres formes de connexion. Oui, mais vous avez le droit de le penser et de le dire. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout dans ce que vous dites là, c'est que le problème, c'est pas l'écran lui-même, c'est l'éducation des parents vis-à-vis de cet écran. C'est les parents qui mettent les enfants devant les écrans qui sont problématiques. C'est cette éducation-là. C'est pas du tout l'écran en lui-même ou le contenu qui est diffusé sur l'écran, parce qu'il y a aussi la notion de choix de ce qu'on va montrer à un enfant. C'est pas exactement la même chose. Quand on montre effectivement du GTA à un enfant, on lui montre pas un programme qui a été pensé pour lui dans une optique de développer X ou Y chose dans sa tête. Quoi. Et là, vous abordez dans un sens de beaucoup de gens qui réfléchissent sur le sujet, qui disent qu'il faut d'abord éduquer les parents. Donc, parce qu'il y a une corrélation assez forte, hein, c'est assez simple. Si les parents ont la télé allumée tout le temps et puis jouent à GTA, par exemple... C'est ce que dit Lyon Insolvable dans le chat. Il paraîtrait que c'est quand même l'environnement social qui fait la différence, c'est ce que vous dites. Oui, j'ai la chance d'être dans une école assez mixte, et donc je vois les deux. Mais par contre, je tiens à préciser que quand j'ai réussi à convaincre des enfants, et l'enjeu, c'est pas les écrans du tout en soi, évidemment, c'est la quantité de temps, parce que on n'a que 24 heures dans une journée. Et si on consacre 3 heures le soir quand on rentre aux écrans, mécaniquement, quand on mange, etc., il reste quasiment plus de temps pour autre chose. Alors les autres choses, c'est les relations, parce que c'est un peu froid l'écran. Enfin, je parle des relations humaines, du besoin charnel pour échanger. Voilà, ensuite du langage, etc. Donc c'est la question de la limite. Et c'est un peu ce qu'elle pose quand même, Najat Belkacem, c'est cette question de la limite dans une société où on est vachement dans l'illimité, quoi. Là, ça se cantonne pas aux écrans. Et ça nous touche tous, hein, c'est une question, il n'y a même pas de jugement. On est tous dans des logiques un peu, parfois, on perd un peu la sens des limites. Ça fait réagir le chat qui est très prolixe sur la question. Il y a Kyle qui nous dit, non mais voilà, le problème c'est les algos et l'absence de transparence et de contrôle démocratique. Tu pourras peut-être en parler, Bastien. Et pas la quantité de données. Nawal qui nous dit, et puis surtout, est-ce qu'on a encore besoin d'être infantilisé quelque part, en quelque sorte? Goutil nous dit, lui, je trouve ça un peu hypocrite. Est-ce qu'il n'y a pas eu le même problème avec la télé? Exactement, c'est ce que j'allais dire. Et justement, sur ce que vous disiez, sur l'aspect on manque de relations autour de l'écran, en fait, à côté de ça, la télévision a quand même permis aussi de recréer du contact entre les familles. Enfin, il y a des familles qui ne se parlaient pas avant et qui, justement, avec un sujet un petit peu autre, la télévision, qui a permis de recréer de la discussion entre eux. Mais du coup, pour moi, la télévision reste quand même un écran, c'est la même chose, du coup. Ah non, justement, c'est une bonne question que vous posez. Mais je suis un enfant de la télé, je le dis dans mon livre, je passais le moment où il y avait Goldorak, ou enfin bon, je vais pas faire mon vieux con, mais je regardais beaucoup ces émissions-là. Bon, voilà, on s'en portait pas plus mal. L'enjeu clé, c'est vraiment l'écran individualisé, avec des contenus individualisés pour vous, qui crée l'addiction. Parce qu'on vous dit, tiens, regarde, t'as ton sucre, le truc que t'aimes bien. Moi, je me fais piéger, je suis honnête. J'aime bien le tennis, bon.
Et je me fais piéger. Dès que je vais sur YouTube pour regarder une conférence, il va y avoir un petit truc avec machin à rencontrer, machin. Je clique très souvent. Et je me fais avoir parce que les algos sont très bien faits. Et c'est parce que j'essaie d'être conscient et j'ai déjà du mal à me limiter en tant qu'adulte. Alors j'imagine que c'est plus difficile pour des enfants. D'où l'importance de l'éducation. Ah mais ça, je crois que là-dessus, on sera 1000 fois d'accord. Est-ce que limiter, c'est grignoter un peu de liberté? Une question pour vous, plutôt Bastien. Peut-être expliquer ce qu'est la quadrature du net. Tous les journalistes connaissent la quadrature du net. Tout le monde ne connaît pas peut-être la quadrature du net, qui fait un travail admirable. J'ai vu dans le chat que certaines personnes connaissaient, pour les autres qui ne connaîtraient Il y en a pas. qui saluent son travail, d'ailleurs. Et merci pour vos messages. La Quadrature du Net, c'est une association qui milite pour la défense des libertés à l'ère du numérique. Elle est née en 2008 autour de combats propres à Internet, notamment la loi Hadopi. Au fur et à mesure des années, il y a eu une évolution de nos activités, notamment autour de 2014-2015, où les questions de surveillance au-delà d'Internet, les questions de renseignement, les questions de pouvoir de l'État ont commencé à infuser dans l'association. En 2019, on est carrément sorti complètement d'Internet avec la campagne Technopolis, où dans cette campagne, on vise à documenter la surveillance dans les villes. Donc aujourd'hui, on questionne l'usage du numérique. On a malgré tout une action de vulgarisation, de plaidoyer sur les questions de régulation des plateformes, sur les questions de plateformes, mais aujourd'hui, on n'est pas limité à ces questions d'Internet. Sur ces questions d'écran, faut, je pense, faire attention aux raccourcis qu'on peut avoir sur ce que serait un écran. Il y a aussi beaucoup de diversité dans les approches numériques, dans les services qu'on va pouvoir utiliser, dans ce qu'ils permettent, ce qu'ils ne permettent pas. Un réseau social comme Twitter, comme Facebook, comme Mastodon va avoir un usage radicalement différent d'un TikTok, d'un YouTube, d'un Snapchat aussi. Voilà. Donc il faut faire attention sur parfois les raccourcis qu'on entend pour dire à la fin toujours servir le discours de tous les réseaux sociaux sont forcément néfastes. Je me souviens quand j'étais jeune, c'était pas les réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui, c'était plus les forums sur Internet et j'avais des discussions passionnantes avec des amis d'Internet. Aujourd'hui, c'est un peu des usages qu'on peut retrouver sur Snapchat, sur Twitter. Donc Internet permet aussi un rapprochement des personnes et des liens sociaux très importants pour le développement personnel des personnes à tous âges. Voilà, il faut faire attention à ne pas reproduire un schéma qui serait que les réseaux sociaux sont une sorte de télévision 2.0. Il y a beaucoup plus de diversité, il y a beaucoup plus de finesse dans ce que peuvent apporter ces réseaux-là. Et ensuite, dans la manière dont on va vouloir les réguler, parce qu'il faut les réguler, les approches vont être différentes et ne peuvent pas être généralisées à un réseau social égale quelque chose de mauvais. Donc il faut avoir une limitation un peu bête et méchante. Alors, pour info, je partage totalement ce que vous dites. D'abord, votre travail, parce que... Et on n'a pas dit le contraire, Gilles. Ah oui, non, mais parce que votre travail et le travail de la Quadrature du Net, aujourd'hui, à l'heure où on voit se profiler un contrôle général assez sourd et même des lois, enfin bon, bref, on va pas partir là-dessus, mais ce travail est indispensable, donc merci. Effectivement, justement, sur les réseaux sociaux, on va trouver des informations alternatives que moi, je ne qualifie pas toujours de diaboliquement terribles, d'accord, qui peuvent... on peut apprendre un truc qui n'était pas dans les médias mainstream, oui. On peut aussi apprendre des bêtises, bon d'accord, évidemment, un peu comme partout. Mais effectivement, chaque réseau, il y a son intérêt, etc. Ce que je voulais, pour alimenter le débat, ça c'est vachement important selon moi, par rapport aux messageries qui sont... Enfin, tous ces réseaux où on communique, justement, c'est que... Et ça, il faut en prendre conscience, c'est que le niveau de message auquel on est soumis, tous autant qu'on est, par mail d'abord, SMS à ces premiers temps, puis WhatsApp aujourd'hui, les Messenger, les Telegram, si on est sur les Discord, si on est sur plein de réseaux, d'accord ? On se retrouve, et c'est le cas de beaucoup d'ados, avec un flux de messages qui est exponentiel, réellement. Et l'exponentiel, le principe, c'est une loi mathématique qui est submergente. Elle a un côté, elle arrive très vite aux limites.
Et moi, j'ai vu ma fille, dans ses études, à un moment, bosser, et il avait son portable, et il a fallu que je la convainque que quand elle bossait, elle le retournait, elle mettait sur silencieux, parce que ça faisait ding toutes les 10 secondes. Et on ne peut pas se concentrer durablement, mais pour toute chose, hein. Même dans une relation, je suis avec vous, puis ça fait ding, puis je regarde, c'est pas possible. Et donc, la question, qui est un des trucs qui est assez piégeux, je trouve, dans ce qui se passe, c'est qu'on est ramené en bonne partie, bien sûr les algos et l'addiction, tout ça, mais on est aussi vachement ramené par les messages qui arrivent ding-ding je sais pas, de tous les groupes dans lesquels on peut faire partie pour notre vie privée ou notre vie professionnelle. Il y a Nawal qui nous dit... Attends, pardon, la ligne a bougé, pardon. Donc Caradoc, pardon, qui dit avant Internet, c'était des discussions au PMU du coin et c'était vraiment pas passionnant. Nawal qui lui répond, oui, mais tu pouvais te barrer du PMU, comme on peut quitter une conversation en ligne, fermer une appli. Alors ça dépend, en fait. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, donc, pour un meilleur Internet? Est-ce qu'il faut réduire le tuyau? On a dit donc non. Est-ce qu'il faut s'adresser aux GAFAM, qui ont leurs responsabilités aussi, qui ne sont pas que des tuyaux, peut-être? Est-ce qu'il faut un régulateur? Sur la question des tuyaux, peut-être que réduire les tuyaux aujourd'hui en matière de télécom, de 4G, 5G... On n'a pas encore parlé d'écologie, par exemple. Alors, sans même parler des questions d'écologie, mais peut-être que ne plus les augmenter, ça peut déjà commencer par être une bonne solution. On n'a pas encore de 5G partout sur le territoire français. Les industriels nous parlent déjà de leur prochaine révolution, je mets des gros guillemets autour de ça, que serait la 6G. Voilà, donc il y a ce côté marketing, de création des usages nouveaux, parce que quand on a des tuyaux plus grands, on va pouvoir créer des usages nouveaux pour vendre plus de produits, etc. Donc déjà, arrêter de les augmenter, ça peut être une bonne chose. S'intéresser à la question de la publicité en ligne, ça peut aussi être un énorme progrès, parce que au-delà de la question du trafic et des ressources qui sont mobilisées, c'est aussi l'utilisation de l'hyperprésence d'Internet dans nos vies pour vendre des choses dont on n'a pas forcément besoin, surveiller, profiler les personnes pour être capable de prédire qu'elles auront besoin. Enfin, on peut créer le besoin d'avoir tel produit à tel moment. Donc déjà, il y a aussi la question de la publicité. Ensuite, sur la question des réseaux sociaux, c'est une discussion qui pourrait prendre des heures, donc je vais essayer de la résumer. On a effectivement un problème, comme ça a été dit sur le chat tout à l'heure, autour de la question des algorithmes. Aujourd'hui, les réseaux sociaux commerciaux, comme Facebook, Twitter et compagnie, ont un besoin économique vital, c'est de faire du profit. Et comment on fait du profit? C'est en affichant de la publicité. Comment on fait pour que les gens voient plus de publicité, cliquent plus souvent et augmentent le profit du réseau? C'est en leur apportant, grâce aux algorithmes, du contenu qui va faire réagir. Ça va être du contenu qui va titiller des instincts un peu primaires de vouloir réagir parce qu'on n'est pas content, on n'est pas d'accord avec ce qui se dit, ou au contraire ça flatte les biais de confirmation pour créer une forme de réalité qui conviendrait à la personne qui sera plus à même, plus encline à réagir sur ces contenus-là. Décharge de dopamine dans la tête. Un petit peu, et donc on a un problème aujourd'hui avec le fait que les réseaux sociaux commerciaux ne peuvent pas exister sans algorithme. Et c'est là où les alternatives, je mentionnais tout à l'heure Mastodon, peuvent être une bonne chose. On a besoin d'avoir des réseaux sociaux qui ne sont pas sur ces logiques marchandes, qui sont sur des logiques de petites communautés, de ne pas chercher du profit. Et pour cela, il faut permettre l'émergence de ces petites plateformes. Comment on fait aujourd'hui quand un Facebook, un Twitter ont un monopole sur leur communauté, c'est avec des mesures de régulation dont la Quadrature du Net fait la promotion depuis des années, notamment l'interopérabilité de ces réseaux sociaux. Mais ça nécessite une action très forte de la part du législateur, de la part du régulateur, pour s'attaquer à ces algorithmes-là et s'attaquer au modèle économique de ces géants du numérique. À nouveau, entièrement d'accord. La seule problématique, ce que j'ajouterais d'un point de vue, moi je suis un ancien de la finance, nul n'est parfait, avant d'être instituteur il y a 20 ans, et j'ai assisté, pour info, au moment où Internet commençait à émerger dans le monde, il y avait les autours de l'information, et 98-99, il y a un essor boursier, et à ce moment-là, l'argent, le grand capital, les investisseurs, prennent la main.
sur Internet. C'est à ce moment-là où les cours sont multipliés par 10, 100, parce que ils comprennent qu'il y a un truc. À partir de ce moment-là, la nature un peu libertaire d'Internet, il y a Napster, des trucs, etc., disparaît progressivement. Poum, 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 poum. Et ils mettent en place ces algos qui ont ces buts-là, effectivement. Et donc, aujourd'hui, ils ont une puissance économique et financière telle que, bon, à part la régulation politique, mais c'est difficile de lutter contre eux. Une première chose. Et donc, pour moi, mon plaidoyer, mais en étant entièrement d'accord sur ce qu'il faudrait faire, et il faut s'y attaquer, il faut y croire politiquement, mais mon plaidoyer, moi, en tant qu'Astide, c'est éduquer, faire comprendre aux gens. Parce que je pense que si les gens arrivent à comprendre, par exemple, que les fils d'actu, la récompense aléatoire, le principe qui est exactement le même que les machines à sous, où vous voyez des types toute la journée à Las Vegas faire la machine à sous, parce que peut-être pas. Et ben c'est le même principe, et exactement comme il va y avoir un contenu qui va me rendre fou. Quoi, il a dit ça, faut que je réponde. Ou il va y avoir un contenu, waouh, trop bien, faut que je like. Et mais ça, c'est pas tout le temps. C'est non, il y a. Ah super, il y a. Et c'est ce principe-là qui fait, c'est le principe de la sécrétion de dopamine, qui est la préscience de la récompense. C'est-à-dire le pic de la dopamine, il n'est pas émis. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Et ben, le pic de la dopamine, il n'est pas émis au moment où on a le gain, c'est au moment où on lance le truc, peut-être je vais l'avoir. Donc, vous voyez le truc, peut-être je vais l'avoir. Jugraph nous dit: on s'est battu pour avoir Internet illimité. Ce n'est pas pour se faire limiter par une sotte idée de Najat Vallaud-Belkacem. Bien Froger, vous en pensez quoi? Je vois rire en face de moi là. Alors, je suis de cette jeunesse, de cette génération qui a vécu sur Internet. Tu disais tout à l'heure les forums. Enfin, moi, mon adolescence, c'est effectivement. Et ça n'empêchait pas d'ailleurs de se coucher très très tard et d'être très très fatigué le lendemain et de se priver de vie sociale. Hein. Pas de vie sociale humaine voilà. En IRL, dirons-nous. C'est ça. Mais oui, en fait, moi, j'ai énormément appris grâce à Internet et j'ai eu beaucoup plus de vie sociale que je n'en aurais eu en tant qu'ado si j'avais pas eu Internet, en fait, parce que les forums, parce que les blogs, parce que génération Skyblog, MySpace et compagnie, où on crée énormément de liens, et on crée notamment du lien avec des personnes qui étaient plutôt éloignées aussi de la vie sociale. Et je pense que Internet a aussi permis énormément ça, de se rencontrer entre personnes qui ont des points communs. De refaire des tribus. C'est ça, exactement. Et en fait, c'était hyper intéressant, et ça permet aussi de s'ouvrir aux autres, là où on parle justement de harcèlement sur Internet, mais quand c'était du harcèlement dans la vie réelle, fuir sur Internet pour aller chercher des gens qui vivaient les mêmes choses que nous, qui ont des réalités qui sont communes avec nous, en fait, c'était hyper important. C'était hyper important et c'était nécessaire, et je pense que ça en a sauvé plus d'un aussi. Alors certes, il existait déjà à l'époque du harcèlement en ligne, mais de toute façon, le harcèlement en ligne, c'est un problème qui est lié au harcèlement réel. Enfin, c'est la même chose. C'est qu'il se poursuit à la maison, c'est le Bien problème. sûr, parce qu'il ne s'arrête jamais. Quoi. Oui, tout à fait. Mais je ne pense pas que c'est qu'en limitant les usages. C'est pas la solution. C'est pas la solution. Mais c'est le problème, c'est vraiment réfléchir à d'autres solutions. Ou à des choses qu'on voit, qu'on observe. Et puis là, je parle de vie sociale et tout, mais en fait, même au niveau de la culture, c'est énormissime ce que ça nous a ouvert, Internet, en fait. Je reste persuadée qu'il y a énormément de choses dans mon parcours et dans mon bagage culturel que je n'aurais jamais connu sans Internet. C'est une certitude. C'est pas dans la petite bibliothèque de ma ville que j'aurais trouvé exactement la même chose que ce que j'ai pu trouver sur Internet. Et même la culture Internet en elle-même, ce qui a été créé sur Internet comme culture, est hyper importante, et elle a un impact dans la culture hors Internet actuellement aussi, et je pense que c'est nécessaire, et c'est pas juste en le contrôlant comme ça qu'on arrivera à réellement effacer tous les problèmes. Non, effectivement, à la limite, on limiterait, moi qui fais des films, on limiterait, je crois que c'est un film sur Netflix, même pas, 1 heure, on limiterait la créativité, plein de choses. Donc, mais je pense que, encore une fois, Najat Vallaud-Belkacem, c'est plus de mettre les pieds dans le plat qui était important. Elle fait monter le débat. De faire monter le débat, en soulevant en plus la question écologique dont on parlera peut-être, mais ce qui me paraît important par rapport à ça, c'est très intéressant ce que vous dites sur le fait que ça génère une culture. Et le point clé, alors que je voulais vous poser la question, comment
vous en êtes arrivé à aller vers la culture parce que, moi, mon observation, et c'est vrai que je suis dans des classes mixtes socialement, et c'est vrai que ça touche surtout des milieux plus défavorisés, mais pas seulement quand même, hein, pas seulement. La majorité de l'usage qui est fait par les jeunes aujourd'hui, c'est les écrans récréatifs. C'est-à-dire que les écrans dits culturels, aller chercher... Oui, mais qu'est-ce que vous appelez un écran récréatif ? Un écran récréatif, c'est d'abord des jeux. Alors, grosso modo, je vais faire simple, les garçons, les jeux vidéo, les filles, les selfies. Je suis un peu caricatural, mais c'est les filles sur les réseaux sociaux. Vous avez le droit de répondre. Hein, même si les garçons le sont de plus en plus, je sais, mais c'est... c'est votre avis, Gilles. Hein. Ah non, alors les jeux vidéo... Ça va, les jeux vidéo, si vous défendez que c'est pas le précaré des garçons... Alors, Gilles, pardonnez-moi, mais non, on est sur la plateforme qui est Twitch. Alors, effectivement, il y a beaucoup d'hommes voilà, qui se revendiquent monsieur. Il se trouve qu'il y a aussi des dames, et on a quand même beaucoup de filles qui jouent... à des jeux vidéo. Alors, mais oui, en proportion. Mylène, alors j'ai pas les chiffres, je pourrais pas les donner. Mais si je prends de mon expérience... Je pense que c'est la moitié. Mais oui, c'est ça, de mon expérience. Vous avez le prisme de l'instituteur, Gilles. Non, c'est ce que j'observe moi dans mes classes, en tout cas jeunes. Mais vous avez le droit de dire que vous l'observez dans Mais surtout, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que maintenant le jeu vidéo comprend aussi les applications de jeux sur téléphone mobile. Et que si on prend juste Candy Crush, si vous voulez parler de jeux filles, jeux garçons, ça rentre dans le cadre et que c'est un jeu qui est utilisé majoritairement par des filles. Donc en vrai... C'est plus console, à vrai dire. Je suis une gameuse. Hein. Il y a Nawal qui dit « Je suis une fille, je suis pas jeune ». Bah les clichés, c'est pour vous. On vous malmène ce soir, Gilles. Moi, je vous donne mon observation. Hein, et c'est très intéressant d'avoir les points de vue. Après, il y a aussi la place qu'on laisse... Voilà. La place qu'on laisse aux gens de parler. Et effectivement, les garçons, on leur laisse plus la place pour parler de jeux vidéo, parce que justement, on a des points de vue de ce type de c'est les garçons qui jouent aux jeux vidéo et les filles pas aux jeux vidéo. Et donc, du coup, on n'écoute pas les filles, mais il y a plein de filles qui jouent aux jeux vidéo. Alors, peut-être pas des jeux vidéo type GTA, mais les Sims, c'est un jeu vidéo. À l'époque, Alexandra Lederman, c'était un jeu aussi vidéo. Dans le cheat, est une femme. Dans le chat, est une femme. Salut, Joliane. Pardon, je mais voilà, il y a des jeux vidéo pour... Oui, c'est vrai qu'en plus, il y a toute une série de jeux vidéo qui... c'est vrai que je pensais, j'étais à Call of Duty, c'était un peu plus là-dedans, parce que c'est ce que j'entends, moi, dans mon école. Mais, ou alors Fortnite. Et que c'est ce que j'observe plutôt. Mais c'est aussi parce qu'on est sur un peuple jeune. Le droit d'en parler. Et il faut vraiment avoir ça en tête aussi, c'est que c'est plus légitime en tant que garçon de dire que j'aime les jeux vidéo qu'en tant que fille, parce que justement il y a beaucoup de clichés autour de les jeux vidéo c'est pour les garçons. Donc en gros, même parce que je vais préciser, les gens pourraient aller regarder, j'étais un gamer assez frénétique, hein. C'est Doom, Half-Life, Far Cry, des first-person shooters. J'ai été évidemment dans des applis aussi, donc je vois très bien. Le problème que j'observe, je vais vous donner un exemple. Angry Birds, vous connaissez ? Oui. Angry Birds, quand il a commencé, c'était des tableaux simples, avec 3 ou 4 personnes, etc. Et on gagnait des étoiles, point. Okay. Puis, il a été racheté. Il a été d'abord introduit en bourse, puis ensuite racheté par, je sais pas, c'est un des gros trucs japonais, une des grosses entreprises. Et là, ils se sont mis à vous foutre des récompenses absolument partout, à avoir des trucs, poum, tu peux acheter tant de pierres précieuses, tant de... Et on rentrait dans un processus où on voyait très bien l'addiction qui est en train de se générer, qui était voulue, entretenue. Il y a la notification, ton cadeau t'attend, etc. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que le jeu vidéo en soi, bien sûr, la quantité quand même, toujours la quantité, toujours la limite, hein, toujours la mesure, hein, en toute chose, c'est ça. Et mais là, il y a aussi le fait qu'ils utilisent des mécanismes avec les jeunes. Fortnite aussi, c'est le cas. Oui, mais alors, très attention. addictif. Oui, mais alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites, mais on a des études qui disent qu'actuellement, le jeu vidéo permet quand même cognitivement... Ah bah si, oui, je suis désolée. Un petit peu, mais à la marge. Enfin, et le langage. Quand même, des personnes alors, qui si jouent on à parle des d'une vidéos... chose, c'est qu'on s'appuie sur quelque chose. C'est ça, c'est si on sinon, regarde des gamers on n'est pas au PMU. Au niveau qui font du jeu vidéo, on n'est pas sur une pratique type Angry Birds. Excusez-moi, on ne peut pas comparer des gens qui jouent à Fortnite en haut niveau ou à League of Legends ou à ce que vous voulez.
à des gens qui utiliseraient leur téléphone pour jouer à Angry Birds. On est sur des pratiques qui sont quand même extrêmement différentes et on est sur des quotas d'heures de jeu qui sont peut-être similaires. Alors bon, je connais pas grand monde qui joue à Angry Birds autant de temps que quelqu'un qui serait e-gamer de haut niveau, mais en tout cas, je pense qu'on mélange beaucoup de choses là. Pour moi, c'est pas du tout la même chose. Et en plus, Angry Birds, dans mon souvenir, c'est une application qui a même pas besoin d'internet, donc qui potentiellement est un temps d'écran qui est un petit peu en dehors et un peu à la marge de ce que de la tribune dont on parle aujourd'hui, quoi. Il y a Red Bull qui nous dit qui nous rappelle à l'époque Candy Crush, oui bon. Ah oui, c'est ça la même et chose. OK qui nous dit certes, mais les jeux qui consomment beaucoup de gigas sont plutôt des hommes. Ça, je n'en sais rien. Je vous laisserai vérifier par vous-même. Est-ce que Internet est encore un espace de liberté? Parce que c'est un peu de ça dont on parle quand on parle de réduire les tuyaux, de contrôler les usages. Alors on parlait d'éduquer les usages, hein. On n'a pas parlé que de contrôler les usages, mais est-ce que finalement Internet est encore un espace de liberté? Doit-il rester en l'état? Qu'est-ce que c'est maintenant comme espace? Il y a beaucoup changé quand même. Avant de pouvoir répondre à cette question, il faut d'abord se poser celle de qu'est-ce qu'une liberté? Au sens où c'est une notion qui est éminemment politique. La constitutionnalisation du droit à l'IVG dans la Constitution il y a quelques semaines montre le côté politique de ça. En France, on a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui fait une sorte de liste à la Prévert des libertés, mais en réalité, c'est pas la même chose que ce qu'on pense au niveau européen, au niveau international. Bon, malgré tout, la plupart des démocraties aujourd'hui s'accordent à dire que on va parler, que la liberté d'expression, le droit à la vie privée, le droit à l'information sont des libertés. Ensuite, avec des déclinaisons qui sont politiques. Par exemple, en France, accéder à Internet est une liberté fondamentale qui est rattachée juridiquement au droit à la vie privée parce qu'il fallait bien rattacher à quelque chose, au droit à la liberté d'expression parce qu'il fallait bien rattacher à autre chose, mais c'est une création assez politique. C'est pas la correspondance? C'est une vraie question. Je ne le sais pas. C'est pas le. Alors, le Conseil constitutionnel, quand il avait il été, rattache, effectivement, à la... quand il avait été saisi à propos de la loi Hadopi, il ramenait ça à la possibilité d'obtenir de l'information et de s'exprimer. Mais effectivement, on voit les multiples réponses qu'on pourrait apporter. Ceci étant dit, ensuite, est-ce que sur Internet, on peut exercer nos libertés correctement? Est-ce qu'on n'aurait pas de nouvelles libertés qui se créeraient? Nous, à la Quadrature du Net, on voit une forme de restriction de plus en plus importante des libertés. Pas de toutes, parce qu'on ne s'intéresse pas à toutes les libertés, mais liberté d'expression, droit à la vie privée, droit à la protection des données personnelles, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des lois sécuritaires, au fur et à mesure des tentatives de régulation des plateformes, on voit ces libertés se réduire. Un exemple assez parlant, en 2019, le gouvernement propose une députée propose une loi pour réguler les plateformes dont le principe reposait sur la censure des contenus. C'était Madame Laetitia Avia qui avait porté cette loi, qui ensuite s'est appelée la proposition de loi Avia. Et dans cette proposition de loi, il y avait tout un mécanisme de censure où les plateformes avaient une obligation de censurer en 24 heures pour les contenus haineux, en 1 heure pour les contenus à caractère terroriste, sans passer par un juge, sans contrôle démocratique, sans contre-pouvoir efficace. Avec ce genre de mesures, on voit que quand on veut réguler ces plateformes, on peut très rapidement basculer dans une dérive autoritaire. Cette proposition de loi, elle a été censurée par le Conseil constitutionnel, mais en réalité, au niveau européen, on a eu quasiment la même chose pour les contenus à caractère terroriste. Aujourd'hui, le législateur se penche sur la question du projet de loi sécuriser et réguler l'espace numérique, qui veut réguler certaines plateformes, notamment empêcher les mineurs d'accéder à des contenus à caractère pornographique, en imposant de fait l'usage d'une identité numérique, qui implique plus de fichage, qui implique une restriction de la protection des données personnelles, avec la fin de fait d'être anonyme sur Internet, puisqu'il faudra prouver auprès d'un tiers, pas forcément le site porno en lui-même, mais auprès d'un tiers au moins, qu'on est bien monsieur ou madame X, ce qui pose un problème pour les personnes qui n'ont pas de papier, dont c'est même vital. Et donc,
il faut être au courant de tout ça. Malgré tout, il ne faut pas avoir un discours négatif. Internet reste reste un lieu de possibilité, reste un lieu d'émancipation possible, mais ça dépend de choix politiques qui, aujourd'hui, ne semblent pas être ceux qui sont faits par les décideurs et décideuses politiques. La question des réseaux sociaux, par exemple, la régulation des réseaux sociaux, cette question a été portée au niveau de l'Union européenne il y a quelques années, et on commence à en voir les effets. Finalement, ce qui s'est passé, c'était à des kilomètres que ce que proposaient les associations de défense des libertés. Il y a des choix politiques qui ont été faits. Qu'est-ce qui n'a pas été fait s'il fallait retenir je faisais référence à deux textes européens, le Digital Services Act et le Digital Markets Act. Ce sont deux textes européens qui visent à toiletter un peu le droit européen et à s'attaquer aux plateformes qui ne rentraient pas dans les anciennes catégories européennes. Donc le principe est assez intéressant. Mais là où des associations comme la Quadrature et en fait tous nos alliés européens proposaient cette question de l'interopérabilité des plateformes pour faire en sorte que Facebook ne détienne plus le monopole sur sa communauté et qu'on puisse partir de Facebook quand on le trouve toxique, qu'on puisse aller sur des alternatives beaucoup plus éthiques qui vont pas répondre à ces logiques marchandes. Le Parlement européen avait suivi cette idée d'imposer dans la loi une obligation d'interopérabilité pour les réseaux sociaux. Au moment de la dernière phase des négociations européennes, la France notamment a détricoté ces deux textes et a fait en sorte que cette obligation d'interopérabilité soit retirée. Par des choix politiques. Clairement, Cédrico, qui était ministre à l'époque et qui a été à la manœuvre là-dedans, a clairement dit c'est pas le bon moment, il faut penser aux éléments économiques qui met dans la balance, et c'est des choix politiques de ne pas réguler ou de réguler d'une certaine manière. Nous, ce qu'on observe à la Quadrature, c'est que la régulation, pour l'instant, sur Internet, elle est faite très souvent de manière autoritaire, avec une restriction très forte des libertés, alors qu'on peut faire autrement. Gilles. Oui, alors effectivement, c'est quelque chose qu'on pressent assez fort, et c'est peut-être le défaut de sa tribune pour moi, parce qu'elle peut être perçue comme un truc dictatorial, comment ça, limité, de manière autoritaire, etc., sans que ce soit en plus faisable. Donc c'est ce travers-là. Néanmoins, je voulais revenir sur un point important, c'est-à-dire partager, parce qu'en plus j'ai l'occasion, avec vous, mon point de vue d'instituteur, sur les effets et en discuter. Les effets, je vais répéter, d'une surexposition aux écrans. Après, qu'est-ce qu'on appelle surexposition ? C'est un vaste débat. Mais en tous les cas, pour des enfants très jeunes, on sait les dégâts, mais vraiment c'est archi documenté, que ça produit sur le vocabulaire lettres, etc., en dessous de 2 ans. 2, 3, 4 ans, bon voilà, il faut les introduire progressivement. Mais voilà, moi, ce que j'observe. Donc, il y a une problématique dans le rapport à l'autre qu'on voit quand on le met très jeune. C'est-à-dire que si vous êtes exclusivement sur un écran, je parle d'enfants très petits, ils ont du mal à développer une interaction avec des êtres humains. Aujourd'hui, c'est une question pour les jeunes. C'est une question qui se pose fortement aux États-Unis. Ils sont 7-8 heures par jour, hein, les ados, sur écran, et ils ont peur de l'autre. Ils ont du mal à aller à la rencontre, je veux dire, effective, charnelle, de l'autre. Et c'est aussi la réponse ou l'écho au monde charnel, c'est-à-dire au monde de la nature aussi, prendre le temps. On se sent pas mal quand on se fait une bonne balade dans la nature. Je dis pas qu'il faut passer sa vie, mais c'est aussi une question d'alternance, des rythmes, et de ce que ça... Faut pas perdre ce que peut apporter la vie en dehors des écrans. Voilà. Et ce que j'observe en tant qu'enseignant, c'est... Et alors ça, je serais curieux d'en discuter. C'est... on est vachement dans une société de la facilité, hein. Vous avez vu Amazon, tout ce qu'on veut, tout est facile si on veut, et depuis son canapé tranquillou. Et la question de l'effort pour les enfants, on en discutait avec un copain prof hier, qui me disait aujourd'hui, avec eux, c'est j'y arrive ou j'y arrive pas. Mais c'est un discours qu'on entendait déjà il y a 100 ans, Gilles, ça. Oh non, ne me mettez pas du côté... Ah non, là, alors moi je fais sans preuve vous être offensant, on entend ça à chaque... C'est un discours qui revient tout le temps. De quoi? Ah non. Les enfants qui n'ont plus le sens de l'effort. Ah non, le sens de l'effort, c'est-à-dire pas le sens, le goût, l'effort, c'est-à-dire le fait de se donner du mal. D'accord, moi je le dis, mais en plus de ça, je veux pas vous être désagréable en plus. Mais en plus de ça, c'est plus ou moins documenté dans un bouquin qui s'appelle Le bug humain de Sébastien Boller, où il montre que ces outils jouent à fond sur notre striatum, et notre striatum, il aime qu'on flatte son besoin de rester au calme. Enfin, il faut être aveugle pour pas voir qu'Amazon flatte notre côté
de pas bouger, et qu'on est tous là-dedans, mais il n'y a pas qu'Amazon, plein de choses. On a les réponses à tout de suite. Et donc, les enfants ne sont plus habitués obligatoirement à faire un effort pour rechercher, par exemple, en maths, soit ils trouvent, mais ils ont du mal face à une complexité, à se dire, tant mieux, je vais chercher. Moi, c'est ce que j'observe. Ensuite, il y a un effet, véritablement, je vais insister, parce que c'est mon plaidoyer, sur le langage. Et c'est bien sûr pour les enfants. D'accord ? Moi, j'ai des enfants de 10 ans. Je ne parle pas d'ados. Mais quand même, pour les ados, si ça empiète trop sur la lecture. Mais le langage, il y a une chose qu'on oublie, c'est que c'est dans la famille que ça se joue. Et dans le film, les enfants, ce dont ils témoignent, c'est que ce dont ils souffrent souvent, c'est que papa, maman ne répondent plus, mais leurs sœurs et leurs frères aussi. Leur disent, laisse-moi tranquille, attends, quoi, laisse-moi. Et donc, ces moments de langage qui sont quand même... Vous savez bien que le langage, c'est comme toute chose, pour le construire, il faut l'expérimenter. Je parle de parler, hein. Eh ben, il y en a de moins en moins, de facto, dans les familles. Vous voyez, les mères qui peuvent être sur leur portable, sur leur réseau, c'est une réalité. Et ça crée un vrai sujet de langage. Et moi, mon plaidoyer avec lequel je convainc tous les gosses, c'est en leur expliquant qu'il n'y a rien dans leur vie qui les déterminera plus que la manière dont ils parlent et leur capacité à exprimer leurs idées. C'est-à-dire, s'ils sont dans un couple et qu'ils n'arrivent pas à dire ce qu'ils ont à dire parce qu'ils n'ont pas les mots, eh ben c'est plus difficile dans la vie sans le langage. Et je dis pas que les écrans même peuvent être un développeur du langage. Si on va chercher les beaux textes, on va chercher des trucs intéressants, oui. Mais attention, parce qu'on est pris par des écrans récréatifs qui nous piègent, ça a été assez expliqué, et qui vampirisent nos temps de contact humain, de liens sociaux, de parole et de lecture. C'est juste mon plaidoyer. C'était le plaidoyer de Gilles Vernet. Voilà. Le mot de la fin de Bastien Lecarac. En écoutant tout ce qu'on s'est dit, il y a quand même un élément que j'observe très souvent, c'est la question de l'addiction. C'est peut-être aujourd'hui l'angle mort de la régulation des plateformes. Il y a un rapport du Sénat d'il y a quelques mois autour de TikTok, qui partait des questions de relations entre le gouvernement chinois et le réseau social, mais qui a aussi abordé ces questions d'addiction. Et c'est peut-être un angle mort dans la régulation, y compris dans des réflexions comme à la Quadrature on peut avoir, où on essaie de nourrir ce débat sur la régulation des plateformes. C'est peut-être une piste à approfondir, parce qu'aujourd'hui, au-delà de la question de ces algorithmes qui vont mettre en avant certains contenus, il y a un mécanisme qui n'est pas forcément seulement algorithmique, qui est du domaine de l'addiction et qu'on va retrouver au-delà des réseaux sociaux. J'ai pas rebondi sur les questions de jeux vidéo, de quel âge les écrans devraient être accessibles aux enfants, parce que je n'ai pas d'expertise sur ce sujet-là, mais par contre, on voit que les domaines de l'addiction reviennent, enfin le thème de l'addiction revient, et c'est peut-être une clé aussi dans la régulation future autour de ces plateformes, pour qu'on ait des plateformes au service des personnes et non pas au service de vendre plus de produits, faire en sorte l'argent. Bravo. Voilà. Merci Bastien Lecarac. Le mot de la fin de Mylène Frogier. Moi, j'ai envie de faire un mot de la fin plus optimiste. Allez, allons-y. Il en faut, c'est le printemps. C'est ça, exactement, les fleurs. Les fleurs. Non, c'était juste... je pense qu'on peut arriver à avoir un usage des écrans, du numérique, d'Internet plus intelligent en tout cas, et plus logique, et dans une optique justement de langage, dans une optique de rencontre. Il faut juste... Enfin, pour moi, vraiment, le cheval de bataille, c'est l'éducation. Si on éduque dès le plus jeune âge à cet usage, si on est dans une optique de proposer un usage pédagogique, une réflexion critique autour de tous ces nouveaux médias, au bout d'un moment, je sais qu'il va se passer quelque chose, et les jeunes, en fait... nécessaire. Mais bien sûr, et en fait, les jeunes, à un moment, vont le comprendre. Moi, je reste persuadée que les adultes, ça va être très compliqué de les éduquer. C'est trop tard. Pour moi, c'est très compliqué et trop tard, parce que... C'est ce que disent mes gosses. Ils sont déjà dans une optique de consommation et de pur divertissement de la plateforme. Et c'est pas grave, j'ai accepté personnellement. Mais par contre, d'aller à la source, donc au niveau des enfants, et de leur proposer une autre vision de ces médiums, en leur disant, mais en fait, vous pouvez les utiliser de façon un petit peu autre que ce que vos parents
font, parce qu'on va pas se mentir. Ou ce que le marché leur propose Bien de sûr, faire aussi, oui, pour mais en gros, rebondir. les parents, c'est les adultes, quoi. Oui, mais C'est à on est partir tous du moment- soumis au marché. Hein, Bien quand sûr, même, mais il est c'est puissant. des usages d'adultes. C'est pas les enfants d'eux-mêmes qui ont choisi ça. Et donc, leur montrer qu'il y a une autre vision de l'usage, à partir de ce moment-là, peut-être, on arrivera à faire un pas en avant. Merci, C'est Mylène l'avenir. Froger. Merci, Gilles Vernet. Merci, Bastien Lequerec. Je vous remets entre les mains de Mathis, puisque mon troisième plateau arrive. Merci infiniment de nous avoir fait l'amitié de vous être transporté jusqu'au studio 3F74 de la Maison de la Radio pour évoquer ces sujets qu'on va réévoquer ensemble si le moment vous a été agréable. Pardon, Gilles, je vous ai un petit peu malmené. Et revenez bien sûr quand vous voulez.